Oh, la belle rouge. Oh, la belle bleue. Vous entendez ces crépitements? Ils attirent notre attention vers un spectacle de lumière explosif. Ces fleurs brillantes qui illuminent le ciel au milieu de la nuit ont un côté hypnotisant. On se réunit pour les admirer au loin. On les voit se suivre en rythme et nos cœurs palpitent à leur vue. Et à chaque pause qui sépare les coups d'éclat, on espère que le spectacle ne finisse jamais. Les fleurs de feu rendent les nuits d'été uniques. Alors, je vous propose de vous présenter aujourd'hui Hanabi pour vous parler des feux d'artifice. Au Japon, les feux d'artifice sont considérés comme une sorte de tradition des nuits d'été et autres Natsu Matsuri. On en trouve d'ailleurs surtout en juillet et en août. On appelle les grands spectacles de feux d'artifice des Hanabi Taikai. Et c'est ce genre d'événement que vous essaierez d'organiser dans le jeu Hanabi. Oui, je sais, ce jeu est un classique. Mais je vous parle pas souvent de jeux coop, alors que je sais que c'est des types de jeux qui sont généralement assez appréciés. Par contre, je vous ai déjà parlé d'un jeu du même auteur, Antoine Boza. Les illustrations sont de Gérald Guerlain et l'éditeur est Cocktail Games. Vous pouvez y jouer de 2 à 5 joueurs, à partir de 8 ans, et pour des parties d'environ 20 minutes. Ici, vous incarnez des artificiers, et vous allez tout faire pour montrer l'ensemble des feux de votre catalogue pour faire un spectacle mémorable. Il y a 5 couleurs de feu et 5 types de feu. Votre but sera donc de poser les 25 cartes feu. Et je suis sûre que tous ensemble, vous pouvez y arriver. Notez que plus on se rapproche du numéro 5, moins il y a d'exemplaires de cette carte. Vous commencez la partie avec 5 cartes si vous êtes 2 ou 3, et 4 cartes si vous êtes 4 ou 5. Tout le monde voit vos cartes. Tout le monde? Non, pas vous. Vous allez jouer vos cartes à l'aveuglette. Et c'est là tout le sel du jeu. Vous allez devoir compter sur vos équipiers pour savoir quoi jouer. Et si vous avez des difficultés à estimer la confiance que vous pouvez avoir dans les autres, ça va être une partie difficile pour vous. Mais du coup, comment ça se passe? Pour réussir à faire un beau feu d'artifice, vous pourrez à votre tour choisir entre 3 actions. Première action, donner une information. Vous pouvez choisir de dépenser un des 8 jetons information, disponibles en début de partie, pour révéler à un équipier quelque chose sur les cartes qu'il a en main. Au choix, vous révélez une couleur ou un chiffre. Si vous révélez une couleur, vous indiquez clairement du doigt toutes les cartes d'une seule couleur. Si vous révélez un chiffre, vous indiquez clairement du doigt toutes les cartes correspondant à ce chiffre seulement. Le joueur à qui on donne ces informations devra, pour ne pas gâcher les indications, se souvenir de ce qui lui a été révélé. Parce que dès lors que vous avez plus de jetons informations à claquer, vous pouvez simplement plus donner d'informations. Heureusement, il existe une autre action pour pallier à ce problème. Action numéro 2, défausser une carte. Cette action vous fait gagner un jeton d'information. Par contre, si vous avez défaussé une carte rare ou dont vous avez besoin pour continuer une ligne, tant pis pour tout le monde. Et finalement, il s'agira quand même à un moment d'avancer et de jouer des cartes. Donc, 3e action, jouer une carte. Et comme dit plus tôt, il faut poser un exemplaire de chaque carte. Hop 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 hop, pas comme ça, malandrin. Faut y aller crescendo, voyons. Pires artificiers du monde, hein. Pour chaque couleur, on commence par la carte 1, pour finir avec la carte 5. On ne pose qu'une seule carte de chaque exemplaire, et donc dans l'ordre croissant. Normalement, si vous savez compter jusqu'à 5, ça devrait aller. Si vous arrivez à placer la carte 5 d'une couleur, vous gagnez automatiquement un jeton information. Mais, si vous placez une carte qui ne commence pas une couleur, ni ne la continue, c'est ballot, mais vous devez prendre un jeton pénalité. Et si vous chopez les 3, vous avez perdu. Faites quand même attention à pas trop tâtonner parce que la partie touche à sa fin quand la pioche est vide. À ce moment-là, tout le monde a le droit à un dernier tour et c'est la fin du spectacle. Mais si vous arrivez à placer les 5 cartes des 5 couleurs avant, c'est d'autant plus gagné puisque c'est le meilleur score.
Sinon, référez-vous à la fiche de score pour connaître le résultat de votre prestation. Et croyez-moi quand je vous dis qu'il y a une bonne concurrence au Japon. Les Japonais aiment les feux d'artifice. Ouais, c'est un peu une institution. Alors certes, l'histoire des feux d'artifice japonais est très proche de celle de la plupart des pays. Venus de Chine, hérités de la dynastie Song, en parallèle avec la poudre à canon. Enfin, c'est pas exactement vrai dans le cas du Japon. Le pays a été très dépendant des échanges avec les Hollandais et les Portugais pour tout ce qui est armes à feu. Il est donc souvent considéré que les Japonais ont appris l'art du feu d'artifice auprès des jésuites portugais. Et j'ai cru comprendre qu'à l'époque, tenir de tels spectacles était utile pour le recrutement des chrétiens. C'est une technique marketing comme une autre, j'imagine. En tout cas, je veux bien croire que c'était efficace. Au fur et à mesure des échanges avec les différentes vagues d'étrangers, les Japonais ont acquis des nouvelles connaissances sur ces explosions festives, puis ont commencé à en faire eux-mêmes. Enfin, en même temps, il n'y avait pas trop le choix parce qu'ils ont quand même fermé leurs échanges avec l'étranger pendant plusieurs centaines d'années. Mais les artisans devaient quand même pas se débrouiller trop mal par eux-mêmes, puisque l'âge d'or du feu d'artifice se fait durant justement cette période d'isolement. Il est bon de noter que, comme la poudre à canon a eu un rôle décisif durant les dernières guerres, la régulation et la surveillance des artificiers étaient un sujet que les shoguns Tokugawa ne pouvaient pas ignorer. Bon, on va se parler franchement, sur ce qui suit, je suis pas sûre d'avoir tout bien compris, mais mon impression globale, c'est qu'il y a eu une flopée d'interdictions de feux d'artifice, parce que danger et tout. Sauf à des endroits qui sont dédiés, tantôt dans la région de Mikawa, tantôt uniquement au-dessus de la rivière Sumida. Mais parallèlement, j'ai surtout l'impression que l'interdiction était pas particulièrement respectée, et surtout pas par les seigneurs. C'est-à-dire que... c'est dangereux, hein. On rigole pas avec ça. Ah, mais quand même, c'est vachement beau, hein. Au fond, les Japonais, ils aimaient bien leurs feux d'artifice. Et puis, réouverture du Japon, les artificiers japonais passent de stars à pecno. La préférence va très vite aux feux d'artificier occidentaux, plus colorés, plus brillants, plus bruyants. Et potentiellement plus polluants. Et pourtant, c'est bien de l'ère Edo que vient une des traditions spécifiques au Japon pendant les feux d'artifice. Si vous entendez des gens crier durant un feu d'artifice au Japon, il y a de fortes chances pour que le cri soit Tamaya ou encore Kagiya. Et puis les autres cris, vous pouvez les ignorer. Je vous explique. Autrefois, il arrivait que les artificiers fassent des concours de feux d'artifice. Les cris Tamaya et Kagiya sont apparus durant cette période pour encourager un camp ou l'autre. Et la raison pour laquelle j'ai l'impression d'entendre le plus souvent Tamaya que Kagiya, c'est sûrement dû à la notoriété de la maison Tamaya. Ils étaient surtout connus pour avoir une vraie réputation de ouf. Les top of the pop, la crème de la crème. Et bon, c'est aussi les artificiers qui ont mis le feu à leur magasin et à toute la rue Hanjo à cause d'une mise à feu accidentelle. Ils ont donc fermé boutique après une seule génération d'artisans. Malgré cela, la réputation de la maison Tamaya était telle que leur influence demeure aujourd'hui encore au travers de cette tradition de crier leur nom. Au Japon, on distingue les gros feux d'artifice utilisés pour les Hanabi Taikai des feux d'artifice pour un usage domestique. Enfin, c'est pas que nous on les distingue pas, mais c'est plus que pour nous, j'ai pas l'impression qu'on appellerait ça des feux d'artifice. L'Association nationale des feux d'artifice du Japon décrète qu'il y a deux types de feux, ceux de jour, qui font essentiellement de la fumée et du bruit, et ceux de nuit, qui sont focalisés sur la lumière et le bruit. Mais je vais mettre de côté les feux de jour, parce que je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Je vais pas citer toutes les formes puisque vous pouvez retrouver l'ensemble dans les liens en description. Mais je me propose de vous présenter les formes les plus populaires. Le chrysanthème était très populaire dès l'ère Meiji pour une multitude de raisons. Premièrement, c'est joli. Deuxièmement, les procédés de fabrication européens ont permis de donner des couleurs plus vives, dont le orange, qui était très populaire
est fortement associé à la couleur d'un chrysanthème, et le chrysanthème, c'est le symbole impérial. Donc sous un régime impérialiste, c'est pas particulièrement déconnant que cette forme ait été vraiment travaillée. Il y a aussi botane, la pivoine. La différence avec le chrysanthème, c'est qu'il n'y a pas de traînée lumineuse. Et c'est également une forme très jolie et accessoirement une fleur qui est aussi très chargée de sens au Japon. Il y a aussi le yanagi, c'est-à-dire le saule, présent sous deux formes, le grand saule au yanagi et le saule normal yanagi. Ouais, je sais qu'on dirait que je fais encore du name dropping pour revenir aux fleurs du Hanafuda, mais croyez-moi, c'est juste vraiment qu'une coïncidence. Pour ce qui est des formats à usage domestique, on les appellera plutôt Omochiya Hanabi. Voici également des formes qui sont populaires. Les Henshoku Hanabi sont des tiges qui projettent des étincelles quand on les allume. Et au fur et à mesure que la tige se consume, la couleur change. Pratique quand tu as un budget limité et que tu veux à la fois pouvoir t'exclamer « Oh la belle rouge !» et « Oh la belle verte !» On a aussi les Senko Hanabi, réputés pour être particulièrement safe pour toutes les tranches d'âge. C'est un peu des Hanabi à l'envers puisqu'on les tient par le haut. Et puis il y a les Nezumi Hanabi, qui tourbillonnent sur le sol et qui sont quand même bien rigolos. Il existe aussi des versions faites pour tourbillonner sur l'eau. Bref, il y en a plein d'autres que je vous invite à découvrir si possible lors d'un Hanabi Taikai. Et je ne doute pas que vous saurez apprécier l'art des feux d'artifice après avoir joué à Hanabi. Et voilà, je voulais finir cette vidéo en remerciant beaucoup les viewers qui sont fidèles à la chaîne. Parce qu'en fait, ça fait juste très plaisir de recevoir régulièrement des gentils commentaires. Et du coup, je trouve que j'ai quand même beaucoup de chance. J'espère que vous aurez un bel été. Et sur ce, je vous dis tchuss!